Bonjour à tous et merci pour votre participation à cette 14e masterclass que nous organisons chez Miracap régulièrement, quasiment tous les mois, depuis quelques mois maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance d'avoir un panel de panélistes qui est très varié, qui couvre plusieurs sujets. On a un entrepreneur, on a un banquier, on a un intermédiaire financier aussi expert du blended finance et de l'impact investing qui pourront couvrir plusieurs sujets sur le sujet central qui est financer son entreprise à Madagascar. C'est quoi les erreurs à éviter et c'est quoi les stratégies à apporter pour financer son entreprise. On va directement rentrer dans le cœur du sujet. Je vais d'abord demander à nos panélistes de s'introduire, de nous expliquer qui ils sont, leurs entreprises, qu'est-ce qu'elles font dans la vie et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive principalement à participer à ce panel sur le financement de l'entreprise. On peut peut-être commencer par Mime. Bonjour, je m'appelle Mime et j'ai fondé la société Jacaranda. La société Jacaranda est exportateur d'ingrédients aromatiques que sont les épices et les huiles essentielles. C'est une entreprise que j'ai créée en 2004 et aujourd'hui qui compte environ 150 collaborateurs en emploi fixe, plus de 400 journaliers et en emploi indirect, on travaille avec près de 10 000 petits producteurs dans 13 régions de Madagascar. Merci beaucoup. Alexis? Oui, donc je m'appelle Alexis Béfène, donc j'ai fondé un cabinet de conseil financier qui s'appelle AB Finance à Madagascar, voici plus de 2 ans. Alors je suis spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets pour leur levée de fonds. Je travaille également sur des opérations de M&A, c'est-à-dire où j'aide des vendeurs ou des acheteurs d'entreprises à réaliser leurs opérations. Parfois aussi ça concerne des fusions d'entreprises, aussi l'inverse, donc des séparations d'entreprises aussi, et ça demande parfois de l'accompagnement, de fait de la complexité de certaines opérations. Voilà, donc je suis très heureux de faire partie de ce panel, puisque on est dans un pays qui a beaucoup de potentiel, et il faut du financement pour libérer ce potentiel-là, et parfois il y a quelques malentendus, et parfois il faut effectivement clarifier les choses de part et d'autre pour qu'il y ait des financements qui s'acheminent vers des projets porteurs. Merci beaucoup, Alexis. Oui. Merci. Moi, je suis Hugues Bonchou-Makalebo, donc directeur général de Baobab Bank Madagascar, filiale du groupe Baobab, une banque commerciale installée à Madagascar depuis 2006. Mais le groupe a ses opérations sur plusieurs pays sur le continent, donc nous sommes présents au Mali, Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, République démocratique du Congo et Madagascar. Comme une banque commerciale, notre métier à nous, c'est d'accompagner ceux qui créent de la richesse, créent de la valeur sur le marché. Et particulièrement ici à Madagascar, c'est accompagner ces petites et moyennes entreprises dans la satisfaction de leurs besoins. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et je vais clôturer quand même la présentation par moi. Du coup, je suis Claude Rabarmanjay, je suis directrice Blended Finance chez Miracap. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Miracap, c'est d'abord un fonds d'investissement, mais nous sommes aussi spécialisés sur d'autres types de financement. Et nous sommes spécialistes du Blended Finance à Madagascar depuis 2018. On finance et on accompagne des PME. Jusqu'à aujourd'hui, on en a accompagné une trentaine avec plusieurs outils de financement, de l'equity, de la dette, de la subvention aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait du Blended Finance. Et du coup, je vais directement rentrer dans le vif. Parmi nos auditeurs et nos auditrices, on a des étudiants, mais on a aussi des entrepreneurs,
Et peut-être que nous pouvons commencer à la base sur l'aspect du financement de son entreprise. C'est quoi aujourd'hui les types d'outils qui existent et quelle stratégie à avoir sur comment choisir quel outil, comment choisir l'investissement en capital, la dette, les subventions ou d'autres outils financiers qui peuvent exister sur le marché. Et je passe directement la parole à Alexis pour répondre à cette première question. Merci, Colline. Alors, il y a effectivement plusieurs instruments et il faut les utiliser au bon moment, dans le contexte adéquat. Alors, en général, on commence par les fonds propres. Donc, on utilise l'anglicisme equity que tu as utilisé d'ailleurs. C'est quand on commence son entreprise, il faut mettre un peu d'argent soi-même. Ce ne sont pas les autres qui vont mettre à notre place, sauf si vous trouvez des partenaires. Mais comme vous commencez une entreprise, c'est que les gens ne savent pas encore si ça va fonctionner ou pas. Donc, ils préfèrent que vous mettez vos propres argent dans ce projet qui est en train de démarrer. Et puis ensuite, vous pouvez accueillir aussi des partenaires, à moins qu'ils croient en vous dès le départ. Là aussi, on désigne ça sous le terme « love money », c'est-à-dire, voilà, ce sont vos proches, vos amis qui croient en votre projet, que vous avez réussi à convaincre et qui vous aident à démarrer, à amorcer la pompe, d'une certaine façon. Et ce n'est qu'en général à un stade plus avancé que vous allez avoir affaire à des investisseurs un peu plus professionnels. On peut les appeler des business angels, voire des fonds d'investissement comme Miracap. Mais pour passer ce stade-là, il faut que vous ayez montré que votre concept a fonctionné, se concrétise. Vous commencez à générer du chiffre d'affaires, à entrevoir une fenêtre pour être profitable. Et c'est là que vous pouvez en général convaincre un peu plus des investisseurs professionnels. Alors, ça, c'est, disons, un premier instrument qu'est l'equity. Alors, il y a plusieurs types d'equity à différents stades du niveau de vie, comme on vient de le dire. Et après, il y a la dette. Je pense que mon collègue en parlera plus amplement. Alors, la dette, ça vient un peu plus tard. Ça vient un peu plus tard, lorsque la société est beaucoup plus mûre. Elle a, en général, démontré plusieurs exercices de profitabilité. Alors, pour une raison très simple, c'est que la banque ne prête pas son propre argent. La banque, pour faire simple, je sais que mon collègue dira que peut-être c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut se refinancer auprès des banques centrales, etc. Mais c'est l'argent des déposants qui est dans le compte des banques. Il n'utilise pas son propre argent. Donc la banque ne peut pas se permettre de financer des entreprises trop jeunes, qui n'ont pas fait leurs preuves, qui ne sont pas encore profitables. Donc elle fait très attention. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre encore, être patient avant d'espérer mobiliser de la dette. Alors la dette, c'est intéressant, puisque en fait, vous faites ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire, vous apportez votre argent et ça se complète avec l'argent de la banque. Et donc, vous pouvez financer des projets d'investissement de plus grande envergure, passer à l'échelle, accélérer votre croissance. Et la banque peut être un partenaire intéressant à ce niveau-là. Et puis, ça limite aussi la dilution, le fait que vous fassiez appel à d'autres investisseurs où vous allez devoir concéder un pourcentage au capital. Alors, on verra peut-être plus tard, il faut utiliser ces instruments-là à bon escient. Par exemple, si on anticipe sur le sujet des pièges à éviter, l'entrepreneur, par nature, est quelqu'un d'optimiste. Il peut effectivement surmonter pas mal de difficultés. Ils voient plus les opportunités que le risque, tandis que ceux qui financent voient plus le risque que l'opportunité. Ils voient l'opportunité, évidemment, sinon ils ne seraient pas autour de la table, mais ils voient aussi les risques. Donc, parfois, l'entrepreneur peut pécher par excès d'optimisme, faire des business plans extrêmement ambitieux, mais sauf qu'à un moment donné, il faut, si ça ne se concrétise pas, il a emprunté, ça devient difficile après de rembourser. Donc, peut-être on parlera de ces sujets-là, mais c'était pour faire un panorama très rapide des instruments. Alors, ces instruments equity et dette, en fait, ont une particularité, c'est que ce sont des instruments rémunérateurs. C'est-à-dire que celui qui met du capital, il veut toucher des dividendes ou alors vendre
ses actions, en tout cas ses titres de capital à quelqu'un d'autre pour réaliser des plus-values. Donc ce sont des titres rémunérateurs. La dette, il y a un taux d'intérêt. Voilà. Puisque la banque, qui ne va pas utiliser l'argent de ses déposants, va devoir emprunter aussi. Et il faut qu'il emprunte avec marge pour pouvoir faire fonctionner l'institution. Donc c'est rémunérateur. Il y a un taux d'intérêt aussi associé à ça. Mais il y a aussi un troisième instrument, et là Miracap est très bien placé pour en parler mieux que moi, c'est la subvention. C'est-à-dire on peut mixer ça avec des subventions, mais en général une subvention, il faut pouvoir justifier pourquoi on est éligible à la subvention. La subvention, c'est souvent une ressource publique ou philanthropique, donc il faut réaliser de l'impact. Soit de l'impact social, soit de plus en plus, puisqu'on parle de changement climatique, dans ce que vous faites, il faut que vous puissiez, par un moyen ou un autre, limiter les effets du changement climatique, faire de la mitigation, comme on dit, hein, ou de l'adaptation au changement climatique. Donc il faut voilà, un argumentaire qui justifie aussi votre éligibilité à ce type d'instrument-là. Donc le pari du blended finance, pour reprendre le terme que tu utilises, c'est justement en faisant des business viables économiquement rémunérateurs, on puisse en même temps être éligible à ces instruments-là pour faire effet de levier, comme on l'a dit plus tôt. Voilà. Merci beaucoup Alexis, c'était très clair. Avant peut-être de s'attarder sur un des outils que tu as mentionné, qui est la dette bancaire, qui est un peu un outil incompris par plusieurs personnes. Est-ce que tu peux élaborer davantage sur... tu as déjà commencé à parler tout à l'heure des types d'erreurs que les entrepreneurs font quand ils cherchent des financements. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la base des entrepreneurs que tu as accompagnés pour leur levée de fonds, tu vois des patterns qui reviennent régulièrement sur tes erreurs que les entrepreneurs font? Oui, moi je dirais que sur la dette, il y a quand même une certaine facilité lorsque le banquier effectivement vous prête à court terme, parfois de trop tirer, et quand il y a un accident, par exemple, vous n'avez pas pu écouler un stock, vous vous retrouvez très vite en défaut de paiement, parce que bon, même si c'est une ligne de court terme, parfois il faut le rembourser d'ici 6 mois, et donc ça, parfois vous trouvez un arrangement avec la banque qui vous fait une extension de ligne ou renouvelle ligne, vous allez voir d'autres banques, etc. Donc il faut faire très attention à ces moments-là, parce qu'en fait c'est comme un train qui déraille, et la dette peut faire effet boule de neige. Ça c'est sur les dettes de court terme. Donc ça il faut faire très attention. C'est vrai que c'est pas facile à gérer lorsqu'on est par exemple dans l'agroalimentaire, dans le négoce de produits agricoles. Il y a beaucoup de cyclicité, de saisonnalité, donc il suffit que dans votre cycle d'exploitation, il y ait un accident de livraison ou quelque chose comme ça, très vite, vous pouvez vous retrouver en défaut. Mais peut-être mon collègue banquier expliquera que ça, ce sont des choses qu'on comprend, on peut toujours trouver des solutions. Ça, c'est sur la partie court terme. Les pièges à éviter, je pense qu'il faut une gestion extrêmement pointilleuse sur les lignes de court terme, surtout sur des activités de négoce et de produits agricoles. En général, on pilote ça avec des ratios, hein, c'est-à-dire que je m'autodiscipline pour ne pas dépasser un certain niveau de ratio, pour absorber les accidents. Hein. Ça n'élimine pas totalement le risque, mais je pense qu'il faut en général faire comme ça. Après, il y a le financement long terme. Alors, il y a une règle de gestion standard, c'est qu'on finance les besoins de court terme par des ressources de court terme et les besoins de long terme par des ressources de long terme. Les besoins de court terme, c'est les besoins d'exploitation. Par exemple, dans le négoce, il faut acheter les matières premières, ensuite les transformer, ensuite les vendre. Donc on a besoin de trésorerie à court terme pour pouvoir vendre et encaisser les paiements des clients dans quelques mois. Donc ça, on finance avec des ressources de court terme. Après, il y a des investissements. Lorsque on met en place une usine de transformation, déjà pour la mettre en place, ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans parfois. Il faut régler la machine. Donc ça apporte des revenus que sur le long terme. Donc là, il faut quelque chose qui soit en miroir
de cet horizon de temps, donc des financements de long terme. Ça peut être du capital d'ailleurs, et ça peut être de la dette de long terme, une dette à 4, 5, 6. À Madagascar, on dit que c'est 7 ans maximum. Dans de rares cas, ça va au-delà. Donc, il faut des ressources de long terme. Alors, sur la partie long terme, je pense que je dirais, il faut s'y préparer. Il faut vraiment s'y préparer parce que vous êtes engagé sur le long terme et parfois l'entrepreneur, mais c'est dans sa nature d'être optimiste, hein, sinon il ne prendrait pas autant de risques, il ne tenterait pas plein de choses, mais parfois il est trop optimiste. Il croit fermement qu'il va réaliser tel ou tel business plan, et on se rend compte qu'il fait moins bien que prévu. Et du coup, les bénéfices qu'il génère ne lui permettent pas d'honorer En plus, il a donné des garanties, donc il met son patrimoine à risque. Voilà. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Et puis l'autre chose aussi, c'est que quand on passe à l'échelle, il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'il faut être conscient des défis organisationnels que ça suppose. Même gérer une ligne de court terme au niveau de la direction financière, ça demande des reportings, si on l'a fait pour la première fois, des reportings assez rigoureux, assez réguliers vis-à-vis des banques. C'est plus la ligne de court terme simple. Donc tout ça aussi, il faut s'y préparer. Donc moi, le maître mot pour moi sur le financement de long terme, c'est la préparation et la structuration. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette explication très élaborée. Je me tourne maintenant vers toi, Hugues, sur cet outil qui est la dette bancaire. Aujourd'hui, ça serait quoi la bonne stratégie à avoir avant d'aller voir son banquier, et ensuite, sous quel angle aborder les sujets de financement bancaire, selon vous? On va dévoiler les secrets de financement. Mais je vais continuer sur ce qu'Alexis disait. L'élément essentiel quand on part voir son banquier, c'est qu'on doit connaître son activité. Première chose. Quand je dis connaître son activité, c'est pourquoi cette entreprise-là existe, pourquoi cette activité-là existe. Avant même d'aller construire un business plan et tout le reste, vous avez créé l'entreprise, l'activité pour répondre à quelle problématique posée dans la société. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous savez pourquoi vous créez cette activité-là, c'est de construire maintenant tout un business plan. Dans un business plan, vous avez des aspects qui sont opérationnels, financiers, matériels et autres. Venez voir votre banquier en ayant ces éléments-là prêts. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent avec des idées. Les banques ne financent pas des idées. Ne financent pas non plus de projets qui n'ont pas été suffisamment étudiés. Financent généralement, parce que nous sommes des banques commerciales, financent des activités qui ont commencé à rouler. C'est-à-dire qui ont commencé à dégager un minimum de chiffre d'affaires qui suppose que le travail au préalable a été fait. Donc je dirais, la première des choses est celle-là. La deuxième des choses, c'est dans la discussion avec le banquier ou le financier, il faut venir avec une confiance, maîtriser ce qu'on présente. Vous ne pouvez pas venir découvrir vos propres chiffres, votre propre projection, votre propre stratégie pendant la réunion d'évaluation d'une demande de financement. Chose qui arrive très régulièrement parce qu'on se dit, j'ai une idée et derrière la banque, l'idée est tellement géniale que la banque ne peut que donner de l'argent. J'ai généralement dit, les plus pauvres de tous sont les banquiers parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils travaillent avec l'argent des autres. Donc, avant de prendre un risque sur l'argent déposé par certains, il faut réfléchir 2-3 fois. Et pour ça, il faudra aller analyser suffisamment et de manière très détaillée les différents projets qui sont présentés avant d'avancer. Troisième élément, je pense que c'est un point qui a été mentionné par Alexis tout au début, où les gens ne réalisent pas, c'est tu ne peux pas venir dans une banque et espérer que toute l'activité, tout le projet sera porté exclusivement par la banque. Généralement, le banquier, soit il rejettera le dossier, oui, mettra tellement de conditions,
si on ne voit pas qu'il y a un apport personnel de l'entrepreneur, du propriétaire, dans ce qui est présenté comme projet, activité, développement. Généralement, on exige cette contribution parce que ça témoigne de votre engagement et de la confiance que vous mettez dans ce projet-là. Vous ne pouvez pas simplement demander aux autres de faire confiance si vous-même, vous ne donnez pas certains éléments qui montrent que vous croyez en l'activité, vous croyez aux projections que vous avez définies. Oui, il y a un effet de levier, on peut utiliser les leviers de l'endettement, mais nonobstant cet élément-là, il faut montrer aux banquiers, aux financiers que mon projet, j'y crois, et cet élément de confiance et cette contribution que j'amène, que j'apporte pour accompagner. L'autre élément, c'est, et ça c'est une question d'éducation financière, beaucoup des personnes qui viennent demander des crédits à la banque découvrent pour la première fois leur bilan, compte de résultats et tableau de flux de trésorerie après que le dossier ait été monté par les gestionnaires au niveau de la banque. Il faut se faire accompagner avec un minimum de conseils, de techniciens qui peuvent vous aider à structurer un peu vos états financiers, parce que vous devez arriver à dissocier le chiffre d'affaires du profit. Je commence rien que par ça parce que je vois beaucoup d'erreurs. Ah, il y a de recettes, mais en fait, tu es en train de réaliser un chiffre d'affaires parce qu'il y avait des marchandises que tu avais achetées. Est-ce que tu as déjà fait le gap entre les achats et les ventes pour dégager ta vraie marge et derrière, tu as d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, ne pas disposer des états financiers, ne pas disposer d'un accompagnement financier t'empêche de crédibiliser ta démarche vis-à-vis de la banque et t'empêche d'avoir une discussion où le banquier va te proposer d'autres solutions. Parce qu'on part de l'hypothèse que ce n'est pas maîtrisé, ce n'est pas organisé, ce n'est pas connu. Il y a beaucoup trop d'incertitudes et malheureusement, le banquier va toujours refuser l'incertitude. Au moment où il accepte d'accompagner l'incertitude, il va le facturer tellement cher que ça va devenir inaccessible. Merci beaucoup. C'est très clair. Et parmi les erreurs que vous voyez régulièrement sur les personnes qui demandent des crédits à la banque, si vous devez en choisir une, ça serait quoi? Alors, une, ça serait compliqué, mais je vais prendre 2 ou 3. Première erreur, je commence par l'erreur de la relation avec le banquier. Et on en parlait tout à l'heure à l'arrivée. Beaucoup de gens, je commence d'abord par ceux qui sont déjà en relation avec les banques, ne viennent voir le banquier que lorsqu'il a besoin de crédit ou lorsqu'il y a un problème. Et je fais toujours la même observation en disant, mais c'est lui qui part voir son médecin simplement lorsqu'il tombe malade, il n'a rien compris sur le fonctionnement de son propre corps. Et le banquier, c'est un peu le médecin pour l'entreprise comme on aurait le médecin pour le corps humain. C'est nécessaire de faire de check-up réguliers. On appellera ça chez nous dans les jargons techniques du monitoring, où vous avez des interactions avec le banquier. Il y a généralement 3 types de monitoring dans la relation entre le client et le banquier. On a ce qu'on appelle le monitoring opérationnel, où il va passer pour regarder l'évolution des agrégats opérationnels, généralement analyser le fonds de roulement. Comme nous savons, le fonds de roulement avec ses 4 composantes, on va regarder la trésorerie, on va regarder le stock, on va regarder les créances, on va regarder l'évolution des dettes. Comment ça évolue, est-ce que cela a un effet positif ou pas sur l'activité? Et ça permet d'anticiper plusieurs problèmes à terme. Le deuxième monitoring, il est le monitoring financier. Généralement, il est fait lorsqu'on veut renouveler une ligne, mettre en place une ligne, obtenir un financement. On va faire une analyse détaillée des états financiers de l'entreprise, mais aller vraiment dans tout pour dégager ce qu'on appellerait la santé financière de l'entreprise. Et le troisième, c'est ce que j'adore le plus, c'est le monitoring relationnel. On ne vient pas discuter business, on vient simplement discuter de l'entrepreneur. Comment il va? Comment il se sent dans son marché? Comment il se sent dans son activité? Parce que c'est lui le moteur, c'est lui le garant de tout. Lorsqu'on arrive à combiner le 3,
on finit par avoir une vue 360 de l'entrepreneur et de l'entreprise, et ça permet derrière de proposer des solutions adéquates. Malheureusement, le banquier est toujours considéré comme celui qui va venir prendre l'argent. Donc on ne le contactera que lorsqu'on aura besoin d'argent ou bien lorsqu'on aura besoin de lui vendre les problèmes qui se sont déjà matérialisés. Ça, c'est la première, je dirais, la grande erreur que je vois. Deuxième erreur, la banque ne finance pas la garantie. J'ai une belle villa, mon oncle m'a donné cet immeuble-là, donc je peux venir prendre le crédit. Faux. Ou bien, bon, j'ai une très grande garantie, j'ai besoin de financement dans la boîte, il faut me donner les montants correspondant à cette garantie-là qui a été valorisée par un expert. Le montant du crédit, c'est calcul. Je peux donner la formule, hein, parce que la plupart des banques utilisent ce qu'on appelle le cash flow lending model, c'est-à-dire le modèle basé sur l'analyse des flux. Si vous prenez, et généralement on utilise un maximum de capacité, certaines peuvent aller jusqu'à 50-70% capacité. Vous prenez 70%, vous prenez votre flux de trésorerie moyen que vous dégagez. Vous multipliez les 70 par ce flux de trésorerie moyen, vous divisez ça par l'actualisation, prenez 1 plus le taux mensuel que la banque applique, les taux sont affichés, et vous multipliez ça par la maturité que vous souhaitez. Si c'est des fonds de roulement au maximum 12, investissement, ça peut être entre 36 à 68. Le montant que vous trouvez, c'est le montant maximum que votre entreprise, avec les chiffres tels que présentés, peut supporter. Si vous prenez plus ou moins, vous pouvez encore gérer parce que vous continuez à générer suffisamment de flux pour absorber. Mais si vous prenez plus, peu importe les miracles que vous pourrez faire, à un moment donné, ces surplus-là de crédit que vous avez obtenu posera problème dans le développement de l'activité, le développement de l'entreprise, si vous n'avez pas ajouté de nouvelles activités. Donc, il ne faut pas venir avec l'optique de prendre plus, parce qu'il y a possibilité de prendre plus, ou de gonfler le montant, parce qu'une fois que vous gonflez, comme le montant du crédit, c'est calcul, mais on sait voir directement que vous mentez et que vous ne savez même pas le montant dont vous avez besoin pour votre activité. Et la troisième erreur que je vois généralement, c'est de se dire, j'ai une activité, je veux en créer une autre, une nouvelle, et je vais faire supporter cette nouvelle activité par l'actuelle. En prenant un montant qui me permettra de prendre les risques sur un nouveau projet, tout en faisant fonctionner cette activité. J'ai toujours déconseillé ça parce que la nouvelle activité, vous êtes encore en mode projection. Les crédits que vous allez prendre vont venir ponctionner sur l'activité existante, sauf que vous n'intégrez pas ces ponctions-là dans le bilan, dans les comptes de l'entreprise existante, mais vous l'avez dans l'autre activité. Donc vous créez, vous biaisez complètement les états financiers de la première entreprise. Comme vous l'avez biaisé, vous aurez du mal à voir les dysfonctionnements et les insuffisances à temps réel. Vous allez simplement constater que la trésorerie commence à souffrir et à avancer. Et malheureusement, le moment où vous allez vous réveiller, il est déjà trop tard. Dernier point, dernière erreur, ça c'est vraiment un conseil que je donne aux entrepreneurs. Ne venez pas voir le banquier lorsque tout va mal. Anticipez. Les problèmes arrivent et tous les banquiers sont préparés à répondre et à accompagner. On peut échelonner, on peut restructurer, on peut décaler les paiements, on peut refinancer même, mais seulement lorsque c'est anticipé. Il y a un problème, vous voyez que les choses ne vont pas dans la bonne direction, venez voir le financier, venez voir le banquier, discutez-en pour qu'ensemble vous trouviez la solution. Parce que malheureusement, et j'ai toujours dit, je suis à côté d'une femme qui a créé l'entreprise et les entrepreneurs. L'entrepreneur n'a pas besoin de crédit.
Quand je dis ça, généralement, les gens sont surpris. L'entrepreneur n'a pas besoin de crédit. Il a des besoins qui sont spécifiques. Il veut investir, il veut payer les salaires, il veut acheter la matière première. Ce sont là les besoins. Il s'est fait que pour satisfaire ces différents besoins-là, il y a un élément qui agrège tout. On peut appeler ça le crédit, on peut appeler ça de l'investissement et autres. Donc, si on utilise mal la réponse, on finit par lui proposer quelque chose qui ne va absolument pas répondre à ces différents problèmes et même l'enfoncer derrière. Et la meilleure illustration que je fais quand je fais des formations, je pose toujours la question, on peut essayer ici, hein. Est-ce que vous avez besoin du téléphone? La réponse est oui. Et je vais poser une deuxième question, mais pourquoi vous avez besoin du téléphone? Exactement. Toutes les réponses que vous allez me donner, jusqu'à la fin, personne ne me dira j'ai besoin du téléphone pour le téléphone. Personne. Mais vous me direz j'ai besoin du téléphone pour prendre des photos, pour communiquer. Ce sont là les vrais besoins. Si tous ces éléments étaient agrégés dans des lunettes, nous porterons tous des lunettes. S'ils étaient tous agrégés dans des sacs, nous porterons tous des sacs à main régulièrement et tout le reste. Donc, ne partez pas chez les banquiers sans connaître quels sont vos vrais besoins pour qu'ensemble vous définissiez la vraie réponse, le vrai service, le vrai produit qui va venir appuyer et faire développer l'entreprise. Merci beaucoup, c'est très clair. On va faire un petit reality check avec un entrepreneur, du coup, avec Mime. Aujourd'hui, est-ce que tu peux élaborer un peu la stratégie que tu as eue depuis le démarrage de Jacaranda sur c'était quoi les stratégies de financement que tu as apportées et aussi les erreurs que tu aurais pu éviter ou les erreurs que tu as faites et qui ont façonné aujourd'hui l'entreprise que tu as. Oui, on avait convenu que je vais parler plus des erreurs. Oui. Hein. Et finalement, en écoutant professeur et docteur, là, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables en matière de financement d'entreprise. Et que je continue encore à en faire. Mais ce n'est pas grave. Et c'est d'ailleurs la motivation pour participer à cette masterclass qui est de dire les entreprises peuvent faire des erreurs, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si derrière nous développons une agilité pour trouver des solutions et pour avancer et continuer à développer nos entreprises. Faire des erreurs, ce n'est pas grave parce que ça permet de prendre conscience de ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous pouvons changer en nous-mêmes et ce que nous pouvons faire évoluer, changer dans nos organisations, dans notre entreprise. Et donc, au démarrage, on avait le Love Money qui était vraiment cela, puisque c'était entre les économies qu'on avait, nous, quand on est les 4 associés de départ de Jacaranda, et un peu d'argent que j'ai emprunté à mes parents. Une des erreurs, je trouve, à Madagascar, c'est d'avoir peur d'aller voir les banquiers, parce que, pour diverses raisons, on a peur d'emprunter de l'argent parce qu'on ne sait pas gérer l'argent ou parce qu'on ne sait pas calculer comment rembourser cet argent-là. Donc, pendant très longtemps, nous avons fonctionné avec nos fonds propres et jusqu'au moment où on s'est retrouvé à court de liquidité. Et donc là, la deuxième erreur, c'est, je voudrais illustrer par mon exemple ce que tu dis, c'est de dire c'est mauvais timing, c'est-à-dire ne pas pouvoir anticiper les besoins de financement que quand il y a un problème. Et donc, en l'occurrence, c'était le manque de liquidité. Le manque de liquidité, pour nous, c'était
par rapport à la raison était sous différentes formes. Hein. C'est par exemple ne pas avoir su anticiper la fluctuation des coûts de production dans un pays où l'inflation court très très vite, et donc dans le calcul de prix de revient par exemple, ça a évolué, ça fait un boom très très vite et on n'a pas anticipé ça. Le manque de liquidité aussi, c'est par rapport à la croissance de l'entreprise. Et donc, on s'est retrouvé finalement à devoir financer des immobilisations avec de la trésorerie à court terme. Et ça, on ne l'a pas anticipé et on s'est dit, mais il faut acheter la machine pour aller plus vite, pour faire plus de volume. Ça, c'est l'expression de manque de liquidité et qu'on n'avait pas anticipé. Et ce qui nous fait que on est allé chercher le financement un peu tard. Et comme toute chose qui n'est pas anticipée et prévue, on ne fait pas les choses forcément, correctement et proprement. Et donc, quand nous avons monté notre premier dossier bancaire, on s'est fait recaler. On s'est fait recaler une première fois. Et pourtant, on ne comprenait pas, parce qu'on s'est dit, mais notre business marche bien, l'excès d'optimisme, tous nos clients nous suivent, la matière première, il y en a plein, et pourquoi les banquiers ne veulent pas nous financer? Et en fait, avec le recul, on a compris que notre dossier ne permettait pas aux banquiers d'être rassurés. C'est-à-dire que tout n'a pas été tenu en compte. Par exemple, on montrait, par exemple, des projections. On n'avait pas des projections sur plusieurs années. Et ce qui ne permettait pas aux banquiers d'être rassurés sur notre capacité de rembourser les prêts. On n'avait pas inclus, dans notre dossier, on promettait, on faisait voir qu'il y avait une croissance de notre chiffre d'affaires et donc des volumes qu'on va exploiter. Et pourtant, ça ne se reflétait pas forcément dans les éléments financiers ou dans notre argumentaire sur si on fait 2 ou 3 fois plus de volume, qu'est-ce que ça allait comme impact en termes, par exemple, d'investissement en immobilisation, des impacts sur les charges fixes de personnel, des charges sur les impacts sur les autres charges, comme les charges financières. Et donc, on a compris que les banques retoquent parce que notre dossier n'était pas assez solide et ne rassurait pas finalement la banque sur notre capacité à piloter correctement notre activité et surtout à le rembourser. Ensuite, quand on a enfin réussi à se faire financer par les banques, on a fait aussi une autre erreur qui était d'avoir emprunté en devise et ne pas avoir anticipé ou même prévu le glissement de l'arrière, qui a fait qu'à un certain moment, emprunter en arrière est plus intéressant qu'emprunter en devise. Et ça nous a coûté des centaines de millions d'arrière de pertes de change. Et ça, c'est des erreurs qu'on constate. Je pense que ce temps plus, et ça peut s'expliquer peut-être maintenant, je pense, du fait que je n'ai pas une formation financière. Je ne suis qu'agronome.
et que je ne me suis peut-être pas entourée des personnes compétentes pour pouvoir anticiper et m'expliquer ces risques-là, ou tout simplement de ne pas avoir suffisamment créé des conditions favorables pour que l'information remonte. Je pense que dans mon équipe, il y a des personnes qui ont ces compétences-là et cette expérience-là, qui auraient pu me dire, mais la posture que j'avais ne leur permettait pas de dire hey, Mime, toi tu peux faire des erreurs, moi je t'annonce qu'on va perdre notre société va perdre beaucoup d'argent si on n'arrête pas ce financement en devise qu'on passe directement, qu'on aille négocier pour des financements en arrière. Ça c'est une des erreurs qu'on a faites aussi dans la croissance de l'entreprise. Donc on est passé de création à petite entreprise et aujourd'hui, à travers toutes ces erreurs, finalement on a réussi à croître. Et je suis persuadée que la croissance est liée aussi à faire des erreurs, à s'autoriser à faire des erreurs. Et maintenant encore, nous faisons des erreurs. Aujourd'hui, je le vois sur le manque de stratégie. Et finalement, on peut avoir une entreprise qui a 20 ans et ne pas avoir une stratégie claire sur où on veut aller exactement. Et ça, c'est lié, je pense, aux conditions pays où chaque jour est une bataille et un combat et on ne se permet pas de rêver, on n'ose même pas penser à est-ce que notre entreprise sera quoi dans un an. Aujourd'hui, si le courant coupe, je n'arriverai même pas à honorer mes commandes à mes clients. Et donc, comment est-ce que je veux me projeter sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans? C'est des choses qui sont très difficiles à Madagascar, auprès des entrepreneurs. Cette vision-là aussi manque aujourd'hui avec des objectifs quantitatifs bien précis, bien financés. C'est-à-dire, oui, nous voudrions que notre entreprise, dans 5 ans, soit numéro 1 de Madagascar, par exemple, mais numéro 1, ça veut dire quoi en termes de chiffre d'affaires? Ça veut dire quoi en termes de volume? Et surtout, une vision qui soit quantifiée sur qu'est-ce que ça implique en termes de besoin de financement, puisque ce n'est pas uniquement en termes de financement de l'opérationnel, mais ça inclut et pas uniquement en termes d'investissement sur des équipements ou sur des constructions, mais c'est aussi anticiper les besoins de financement pour faire évoluer l'organisation, les recrutements à faire, les formations des équipes pour que nous puissions être capables d'exploiter des machines qui soient plus technologiques. Mais c'est aussi financer, si nous voulons atteindre d'autres marchés, combien ça nous coûte d'aller pénétrer ces autres marchés. Et tout ça, je me rends compte qu'il nous manque encore tout ce travail-là pour poser la vision de manière vraiment écrite, posée et surtout quantifiée. Merci beaucoup. Tu as commencé un peu à aborder le sujet, mais j'avais une question sur comment est-ce que tu as géré tout le processus de levée de fonds ou d'accès à des crédits. Est-ce que ça a été géré, tout était géré en interne? Est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Est-ce que c'est uniquement la directrice générale ou il y a eu une équipe derrière qui a accompagné sur ce processus de levée de fonds? Les petites entreprises sont un peu renfermées sur elles-mêmes et essaient de trouver toujours les solutions
par elle-même. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui mérite qu'on le dise. Et c'est parce que aujourd'hui, si je viens un peu témoigner sur ces erreurs, c'est aussi pour dire que les erreurs que font les entrepreneurs, il n'y a pas que moi, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs le font et il faut en parler pour oser aller chercher les solutions. Et entre autres, être renfermé, c'est quelque chose qu'il faut essayer, que j'essaie aujourd'hui de casser. C'est pour ça que je viens dans un masterclass des financiers. Je viens entendre des termes qui sont encore un peu flous. Je redemanderai un peu plus d'explications aussi après. Mais c'est quelque chose pour moi à casser. Il y a toujours une solution à tout problème, mais c'est ce courage d'aller le chercher auprès des personnes qui peuvent les apporter, qui permet d'accélérer la croissance ou qui permet au contraire de faire que l'entreprise reste à son niveau de toute petite entreprise très longtemps. Je suis persuadée que si j'ai entendu Hugues bien avant qui me dit prépare bien ton dossier de financement correctement, je n'aurais pas perdu 3 ans pour convaincre la banque sur notre premier dossier de financement. Merci beaucoup. Depuis les 2 ans, un peu plus de 2 ans où on échange avec Mime et avec Jacaranda, je t'entends beaucoup effectivement dire cette phrase qui est que je ne suis pas financière, je suis agronome et je suis plus opérationnelle et sur le terrain. Et je trouve que tu es un peu dur sur ton profil parce qu'au final, quand on échange réellement, on voit que tu maîtrises parfaitement l'activité de l'entreprise. Tu connais les chiffres, bien évidemment. Il n'y a pas les sujets de modélisation financière qui vont avec, mais tu connais exactement tes chiffres. Tu connais ton activité opérationnelle. Et du coup, je voulais rebondir sur ça. Peut-être pour Hugues, est-ce que sur les entrepreneurs qui connaissent parfaitement leur activité, comme Mime, qui n'ont pas forcément le profil financier, est-ce qu'il y a un travail d'accompagnement et de pédagogie qui est fait au niveau de la banque pour accompagner l'entreprise à construire son dossier? Bien sûr, il ne faut pas que l'entrepreneur vienne et vienne avec toutes les questions, mais si le sujet, c'est juste ne pas avoir la technique d'aborder un banquier, est-ce qu'il y a un travail de pédagogie qui est fait derrière? Je voulais juste rassurer Mime, tous les entrepreneurs que je connais ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes. Je pense que le meilleur, c'est demain. Aujourd'hui, ça ne va pas. On va se battre et demain, alors qu'en réalité, ce sont des champions. Ils maîtrisent parfaitement. Et j'ai toujours rappelé ça à tout le monde. La banque n'a pas été créée par un banquier. La banque a été créée par un commerçant. C'est un entrepreneur. Donc, si on remonte dans l'histoire de la banque, ce ne sont pas des banquiers qui ont créé la banque. Ce sont des entrepreneurs qui ont créé la banque pour répondre à certaines problématiques, à certains besoins qu'ils avaient, et derrière, ils en ont fait une activité qui est devenue cette activité mondiale que nous connaissons. Moi, j'ai toujours défini, il y a 3 verbes qui, moi, m'ont marqué dans mon métier de banquier, c'est créer, faciliter et satisfaire. C'est ça, pour moi, les 3 verbes du banquier. Créer parce qu'il aide les entrepreneurs à créer des opportunités par rapport à ce qui est présenté, ce qui est mis sur la table. Deuxième, c'est satisfaire. En fait, c'est satisfaire les besoins qui sont exprimés, qui naissent de ces opportunités qui ont été identifiées. Et troisième, c'est quand on a créé et quand on a commencé à satisfaire, il y a un élément qui est important, c'est comment on accompagne l'entrepreneur. Il y a plusieurs solutions. Mais la plupart de banques commerciales ont ce qu'on appelle aujourd'hui, les noms peuvent varier,
Ça peut être des gestionnaires, d'autres appellent ça les conseillers, d'autres appellent ça les business client advisors, tout le reste. Il y a toute une dimension de mettons-nous ensemble et discutons pour vous donner les meilleurs conseils. Il y a des sessions d'éducation financière qui sont organisées au niveau de plusieurs institutions financières où les clients viennent sans qu'ils ne soient dans une démarche de financement, viennent simplement bénéficier de formation. On discute, nous faisons régulièrement dans nos agences le week-end, formation sur gestion de budget, gestion de l'argent, l'analyse de flux, tout le reste, des formations globales. Maintenant, le client, dans sa relation avec son gestionnaire, généralement, il passe beaucoup de temps. Malheureusement, ce n'est jamais perçu comme de la formation, mais il passe beaucoup de temps à analyser les projections, à analyser les chiffres financiers comme opérationnels. Il y a vraiment un travail qui est fait pour accompagner de manière très personnalisée l'entrepreneur. Et je pense que ces sessions-là sont aujourd'hui organisées par la quasi-totalité des institutions financières. Maintenant, il faut que l'entrepreneur lui-même se mette à la disposition de son banquier, de son gestionnaire, parce que pour certains, c'est une perte de temps. Ceux qui sont, ils sont une minorité, mais ceux qui préfèrent, qui se disent qu'ils s'autosuffisent, ils estiment qu'ils maîtrisent tout, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ignoraient aussi beaucoup de choses. Ce qu'on oublie, nous sommes tous des ignorants. Mais c'est vraiment ce travail d'accompagnement. Mais j'insiste, c'est vraiment, tout dépend aussi de la disponibilité de l'entrepreneur. Mais ce sont des formations qui sont organisées soit en continu dans la relation avec le client et le banquier, soit dans des formats qui sont généralement organisés, sessions d'éducation financière, où on apprend, on revient un peu sur certains b.a.-ba du métier pour avancer. Mais généralement, on se rend compte dans ces formations que ce sont juste des rappels, parce que ces entrepreneurs maîtrisent très bien leurs opérations, leurs activités, leurs chiffres. Et j'insiste vraiment sur ça. La banque n'a pas été créée par les banquiers. Elle a été créée par des commerçants. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais aussi intervenir sur ce sujet d'accompagnement des entrepreneurs, Alexis ? Alors, vis-à-vis du banquier, en fait, il faut le voir comme un conseiller aussi, le banquier. Moi, je dis souvent qu'une banque, c'est aussi une banque de données, une bibliothèque, parce qu'ils ont une palette d'études de cas similaires aux vôtres, dont certains projets n'ont pas marché, et la banque sait pourquoi. Donc, quand il dialogue avec celui qui demande en financement, il dit qu'il faut que je regarde tel ou tel risque, je pense qu'il ne faut pas être sur la défensive, il faut être à l'écoute. L'entrepreneur doit mettre en pause un peu son optimisme naturel et être vraiment à l'écoute de ces risques-là et l'intégrer dans son analyse. C'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Je pense que ça, c'est très important. Et il faut plusieurs cerveaux pour réussir un projet d'investissement. Et Mime l'a rappelé. Il y a effectivement la fougue de l'entrepreneur qui a une intuition forte, qui essaie de le structurer en projet. Et l'entrepreneur, en fait, il doit savoir ce qu'il ne sait pas pour exécuter ce projet-là et mobiliser les expertises. Donc il a besoin de conseils. Parfois, ça peut être en interne, son directeur financier qui a aussi une expérience. Mais il faut voir le banquier aussi comme un conseiller, pas seulement quelqu'un qui est strict et qui va dire non au dossier. En fait, quand il pose des questions, c'est parce que derrière aussi, il a peut-être vu 36 000 cas qui n'ont pas fonctionné pour telle ou telle raison. Donc il faut vraiment concevoir ce dialogue avec le banquier comme presque une phase de la co-construction du projet. En même temps, il faut être prêt aussi. Il ne faut pas être amateur, tout apprendre sur le tas. Mais quand il pointe un risque,
il faut vraiment le prendre au sérieux et trouver une réponse tangible. Et il y a plusieurs dimensions dans un projet, et c'est pour ça que c'est important effectivement d'écouter, même si on est très convaincu que le projet va fonctionner, mais d'écouter, d'avoir des regards extérieurs. Et je pense qu'au fond, quand vous parlez avec un banquier, ce qu'il vous dit au fond, c'est bien de faire des erreurs, mais il vaut mieux apprendre des erreurs des autres pour éviter de les faire, au fond. Je suis absolument d'accord. Et même chez Miracap, on utilise ce processus de due diligence par Miracap comme un processus de création de valeur pour l'entreprise aussi, de pointer des risques que les entrepreneurs n'ont pas vus, de monter ensemble le projet, de mettre en place des procédures qui sont utiles et qui ne sont pas en place. Donc, je suis absolument d'accord sur vos points à tous les deux. N'hésitez pas à poser des questions pour les personnes qui sont en ligne sur le chat. Nous avons quelques questions sur Zoom, mais si vous pouvez les remettre sur le chat, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, on a déjà quelques questions que les gens ont posées avant la masterclass. Une question qui s'adresserait peut-être à Alexis et à Hugues, qui viennent de Rassam Mananafaravloul, qui est quels sont les éléments des états financiers que les financiers regardent pour connaître la solvabilité et la capacité financière d'une entreprise? Je propose que Hugues réponde pour la partie banque et je réponde pour la partie capital, hein, parce qu'il y a cet instrument-là aussi qui est utile. Voilà. Très bien. Je commencerai. Si tu veux bien, on peut faire l'inverse. Lorsque les demandes de crédit arrivent, tout dépend. Si le client amène des états financiers déjà structurés ou que nous devons reconstituer, on commence par analyser plusieurs agrégats. Si c'est une activité commerciale, dans un premier temps, c'est analyser son fonds de roulement et son besoin en fonds de roulement. Première chose. C'est de regarder les équilibres. Hein. On a 4 composantes dans le bilan, les actifs circulants, les fixes, on a les capitaux, les dettes à regarder. C'est comment son fonds de roulement est financé et comment c'est présent son besoin en fonds de roulement. Et de mettre ça en relation avec la demande qui est formulée. Est-ce une demande cohérente ou pas? C'est de regarder maintenant les équilibres. Je pense qu'un des points, c'est ce qu'Alexis avait mentionné au début, c'est quelles sont les relations qui existent dans le bilan. Comment est financé le court terme et comment se positionnent les ressources à long terme par rapport aux investissements qui ont été effectués. Est-ce que l'entreprise a un bilan équilibré ou pas? Parce que c'est cet équilibre qui détermine les relations qui existent dans ce bilan-là, détermine si l'entreprise est solide ou pas et qui permettra d'avancer. Deux éléments qui est dans un deuxième état qui est très généralement bien regardé, c'est les tableaux de flux de trésorerie. Parce que c'est là où on voit la vraie activité de l'entreprise. Est-ce qu'elle génère suffisamment pour absorber ces différentes charges, pour absorber les différents chocs, mais aussi absorber les différents projets qui sont présentés? Est-ce que nous sommes dans une activité qui est plutôt déficitaire et le manager ne s'en rend pas compte, ou bien nous avons de poches qui peuvent permettre à l'entreprise d'optimiser encore sa rentabilité? Parce que là, le tableau de flux de trésorerie permet de déterminer si l'activité est viable ou pas. Parce que derrière, quand on regarde le compte de résultat, le profit peut être influencé positivement comme négativement par plusieurs événements, qui peuvent être des amortissements, des dotations en provision et autres, qui peuvent donner un résultat financier un peu biaisé, alors que le tableau de flux de trésorerie vous donne une idée assez précise de la vraie santé économique de l'activité. Donc cet élément-là va donner et va mettre le banquier à se focaliser. Et dans le tableau de flux de trésorerie, il y a la première ligne qu'on va toujours regarder, c'est le flux de trésorerie d'exploitation. C'est vraiment la relation directe de l'activité entre ses achats et ses ventes. Quelle est la marge brute des opérations que dégage cette entreprise-là? Parce que tout ce qui vient après, en termes d'investissement, ces éléments-là peuvent biaiser parce que l'investissement, tu peux financer avec du crédit, tu vas amortir dans la durée. Mais cette première ligne-là des tableaux de flux de trésorerie brut te donne une vraie idée sur la santé
financière de l'entreprise. Après, derrière, c'est de regarder comment cette marge qui est générée est derrière utilisée. Quelles sont les dépenses de l'entreprise? Quels sont les postes les plus problématiques? Est-ce que ces postes-là sont des postes liés à l'activité ou nous avons des postes qui concernent autre chose? Et ce qu'on voit généralement dans l'analyse, surtout pour les petites entreprises, en fait, la caisse de l'entreprise correspond plus ou moins à la caisse de la famille. Donc on a énormément de dépenses qui ne devraient pas être les dépenses de l'entreprise, mais qui sont impactées et qui finissent par poser problème. Donc l'idée, c'est toujours dans l'analyse, si on isolait ces dépenses-là, comment se présenterait la situation? Et ça fera partie des éléments de discussion avec l'entrepreneur pour dire, écoute, voilà ce que l'entreprise génère, mais voilà les éléments qui posent problème. Après, on entrera sur le compte des résultats lui-même qui donne une idée de qu'est-ce que l'entreprise génère comme profit. Les retours, il y a certains ratios qui vont être calculés, que ce soit les retours sur investissement, la rentabilité des fonds qui ont été investis. Et à la fin, lorsqu'on agrège les 3 états financiers, il y a un élément que le banquier va toujours regarder, c'est la capacité de remboursement, qui va être en grande partie le profit net généré par l'entreprise, mis en relation avec le montant de l'échéance qui est projeté sur base du crédit qui a été demandé. Et comme j'ai dit tout à l'heure en donnant la formule, généralement, on ne peut pas aller prendre la totalité de la capacité qui est dégagée. Si je prends par exemple quelque chose qui peut parler à beaucoup de salariés, la loi nous interdit de prendre une mensualité qui dépasse 33% du salaire d'une personne. Donc généralement, les banquiers vont mettre un maximum. Certains vont mettre à 50%, d'autres à 70%, en disant, sur cette capacité, sur ce profit net de l'entreprise, je ne peux pas aller lui prendre 70% maximum, par exemple, de ce montant-là, pour lui laisser cette partie supplémentaire pour ses propres réinvestissements, projets et autres. Et ces montants-là vont être en grande partie comparés avec le montant sollicité pour le crédit, pour dire, en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut pas que le crédit devienne un problème pour l'entreprise. Et je crois qu'on avait mentionné ça au début. Tout montant n'est pas nécessairement bénéfique pour l'entreprise. Il y a certains montants ou certains crédits qui peuvent devenir plus de problèmes à terme pour l'entreprise que le bon côté festif qui a été observé au début. Donc ce sont là les éléments que nous allons principalement regarder. Une fois que ces éléments-là sont analysés et finalisés, parce que nous finançons d'abord l'activité, mais on entre dans une deuxième phase en se disant, OK, toute chose restant égale par ailleurs, si cette activité, malgré toutes ces analyses, ne marche pas, est-ce que nous avons des éléments de recours qui pourraient permettre de récupérer le fonds qui ont été mis à la disposition de cet entrepreneur? C'est là que les garanties vont entrer en jeu pour regarder comment on sécurise. Est-ce que nous avons des garanties solides qui peuvent être de véhicules, des hypothèques et tout le reste? Mais c'est toujours en fonction du risque qui a été identifié, en fonction de la solidité ou pas de l'activité et surtout en fonction des flux qui ont été identifiés et des relations économiques qui peuvent exister entre l'entreprise, ses fournisseurs et autres. Donc, et le dernier élément, c'est ça, c'est dans le cadre de plus des entreprises commerciales, on va plutôt regarder la relation entre l'entreprise et ses fournisseurs et d'analyser le cycle. Est-ce que les gaps entre les deux est gérable ou pas? Si les fournisseurs exigent un paiement au bout de 30 jours et que l'entreprise fait des ventes à crédit et y payer après 60 jours, il y a un problème. Mais derrière, c'est de regarder, est-ce que ce problème est géré différemment? Si l'entreprise, dans l'entretemps, négocie, par exemple, un découvert auprès de son banquier qui lui permet de couvrir le gap, on se dit, il y a un déséquilibre, mais ce déséquilibre peut être géré par cette facilité ici, on peut avancer. Donc, ce sont des éléments qui vont être analysés en profondeur avant d'arriver à une décision finale d'accepter ou pas le financement. Très bien. Avant de te laisser intervenir, peut-être Alexis, une deuxième question qui est liée à ça et qui est aussi liée à ce que tu avais dit en début sur la partie de l'apport de l'entrepreneur. C'est quel serait le pourcentage minimum ou idéal pour l'apport propre
de l'entrepreneur pour justifier l'intérêt d'une banque? Alors, généralement, ça dépend de type. Si on est sur de l'investissement, la pratique, il y a un taux moyen autour de 30% qui est généralement exigé. On dit à 30%, voilà, l'apport est suffisant. Mais lorsqu'on est sur du financement de fonds de roulement, généralement, les apports sont très minimes. On peut être sur du 5-10%, mais les apports deviennent significatifs lorsqu'on parle de financement d'investissement sur des projets qui sont assez importants où on demande que voilà, l'entrepreneur vienne. Mais on va presque rarement dépasser les 30% en termes d'apport personnel. Très bien, merci. Et Alexis, tu voulais intervenir sur les indicateurs des états financiers qui sont regardés pour le cas de l'equity? Oui, dans le cadre de l'equity. Alors, déjà, pour rappeler, lorsque vous financez un projet, le banquier va exiger, comme l'a rappelé Hugues, un apport. Pour qu'il ait confiance ou vos partenaires, d'ailleurs. Donc, vous mettez du capital sur un projet pour toucher des dividendes. Le mode de rémunération du capital, c'est le dividende. Et pour calculer la capacité à générer des dividendes dans une société, c'est à peu près le même chemin décrit par Hugues, c'est-à-dire on regarde les flux de trésorerie générés par l'activité, c'est-à-dire est-ce que cette activité couvre ses charges, mais comme il faut rembourser les dettes avant de se distribuer des bénéfices, c'est la nature du capital d'être subordonné à la dette, puisque voilà, notre système juridique est fait ainsi, c'est que celui qui prête, il utilise les dépôts des gens. Quand une banque fait faillite, en fait, ce sont les dépôts des gens qu'on perd. C'est pour ça que c'est très réglementé. C'est pour ça que le banquier ne peut pas se permettre de prêter n'importe comment. C'est pour ça qu'il vous challenge beaucoup sur, et c'est une bonne chose, comme on a vu, c'est sain d'être challengé de cette façon-là. Donc on regarde donc, ces flux de trésorerie après service de la dette, c'est-à-dire après avoir payé les intérêts et remboursé le capital. Voilà. Et donc c'est une façon d'estimer la rémunération potentielle chaque année, chaque exercice de l'equity. Et puis ce qu'on regarde aussi évidemment, lorsque vous mettez une somme importante dans un projet, c'est au bout de combien d'années vous récupérez votre argent. Est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre votre épargne que vous avez durement gagnée dans un projet immobilier? Donc vous devez comparer les choses. Donc vous regardez au bout de combien d'années je récupère. Ou alors, vous pouvez très bien placer votre argent, au lieu de vous aventurer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, placez votre argent à la banque qui vous propose 8, 7, 8%. Et donc, comment on compare ce placement-là avec un projet entrepreneurial? Donc on utilise ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu ça, le TRI, le fameux TRI, le taux de rendement interne. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais qu'est-ce que ça désigne au fond, le TRI, au-delà de la formule, etc. En fait, c'est ce que vous apporte votre investissement en moyenne par an. Pour pouvoir le comparer presque à un taux d'intérêt ou un taux de rémunération de l'épargne. Si votre tri, lorsque vous prenez des risques considérables dans un projet entrepreneurial, il est mettons de 10%, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de placer votre argent à 8-9%, là où vous êtes tranquille dans une banque extrêmement en bonne santé? Donc il y a une notion, quand vous faites un investissement en capital, de coût d'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que le rendement que vous recherchez dans cet investissement-là, le jeu en vaut la chandelle par rapport à d'autres opportunités de placement de votre argent? Donc c'est pour ça qu'on regarde le tri pour comparer différents projets et différentes opportunités de placement avec un indicateur qui les harmonise. Donc c'est le rendement, c'est l'étude mathématique pour ramener la rentabilité de votre projet dans l'ensemble à un rendement moyen annuel. Voilà, pour comparer comme un taux d'intérêt annuel. C'est ça en fait qu'on regarde. Et donc
regardez donc les bénéfices que génère votre investissement, et en fait le bénéfice aussi peut être apporté par des ventes d'actions. En fait, la particularité, bon après on peut faire de la dette structurée, il y a un marché secondaire de la dette, mais ça à Madagascar on n'y est pas, quoique c'est en gestation sur les bons du Trésor. Mais l'equity aussi, la particularité, vous pouvez trouver dans quelques années quelqu'un qui va reprendre votre entreprise. Donc, vous pouvez vous faire une belle rentabilité en revendant votre entreprise, une partie du capital de votre entreprise. D'ailleurs, les fonds d'investissement comme l'IRACAP, c'est leur métier, en fait, d'investir dans des entreprises, de les développer, d'accompagner l'entrepreneur dans un plan de développement ambitieux, et puis cette entreprise va prendre de la valeur dans le temps, et ensuite ils essayent de retrouver un repreneur de l'entreprise, et ils réalisent une plus-value. Donc ils multiplient leur mise de départ par 2, par 3, par 4, quand ça marche bien. Et c'est pour ça que les gens viennent investir chez Miracap. C'est pour avoir un rendement au bout de quelques années. En général, on parle de 5 à 7 ans. Donc il y a voilà un peu les choses qu'on regarde dans l'equity pour faire simple. Très bien, merci Alexis. Une question pour Mime. Est-ce qu'il est important de réaliser une étude de marché structurée avant d'investir? Et comment bien débuter en tant que jeune entrepreneur? Je pense Une étude de marché l'entreprise se positionne. Est-ce que c'est un marché où il y a déjà où le produit, enfin, quel est le produit que recherche le client? Si on ne répond pas à un besoin, et ben, on se trompe sur le montage de l'entreprise. Et c'est une erreur qui peut coûter très cher, surtout au début. Une étude de marché permet aussi de se positionner par rapport aux concurrents. Par exemple, au niveau du prix, est-ce que je suis capable de produire un produit qui soit moins cher que mon concurrent, ou si je le mets plus cher que mes concurrents, je me tourne vers quel type de clientèle? Est-ce que la type de clientèle qui est capable d'acheter mon produit plus cher existe? Ça fait partie des questionnements d'une étude de marché. Quand je dis structuré, il ne faut pas se méprendre. Ça ne veut pas dire avoir fait, faire appel à un grand cabinet pour faire une étude de marché. Les bases d'une étude de marché, c'est d'abord répondre aux questions de base d'une étude de marché sur le type de clientèle, sur le type de produit, sur la durabilité ou la pérennité de ce marché-là, sur quelles sont les barrières pour y accéder. Est-ce qu'il y a des barrières pour y accéder? Est-ce qu'il y a des exigences qu'on doit préparer pour pouvoir toucher ce marché-là? C'est des questions simples, mais pour moi, oui, obligatoires à se poser avant de lancer quoi que ce soit. Et pour un jeune entrepreneur, les conseils, c'est de croire en soi, de croire sur son projet et de tout faire pour réussir. Et tout faire, c'est en rêver la nuit, travailler dessus du lundi au dimanche.
du lundi au lundi. C'est entretenir aussi sa créativité, ça c'est très important. Parce qu'un entrepreneur doit savoir, surtout quand on démarre, comme on dit en malgache, ça ne boutonne pas trop. Et donc, il faut accepter à embrasser tous ces aspects-là du travail. Il faut la créativité aussi, c'est ce qui me permet d'aller au fond des choses. Le banquier nous dit il faut connaître son activité dans les moindres détails et c'est ça qu'il faut absolument faire dès le départ, ne pas être juste intéressé par gagner de l'argent, mais de savoir comment gagner de l'argent, quand gagner de l'argent. Et au-delà, qu'est-ce qu'il y a encore derrière et qu'est-ce qu'il y a encore derrière et derrière. C'est pour ça qu'un entrepreneur ne s'arrête jamais et pense que le meilleur, c'est toujours demain. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que nous arrivons malheureusement bientôt vers la fin de notre panel aujourd'hui. Une question de Fassoura Mang, hello spécialement à Mime. Une intervention toujours inspirante. Pour se financer, quand est-ce qu'on fait appel à une banque et quand est-ce qu'on fait appel au private equity? Pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Merci et bravo à tout le monde. Coucou Fassou. Pour moi, le choix du mode de financement, c'est par rapport à la maturité de l'entreprise. Et aussi à la maturité de l'entrepreneur. Déjà, pour passer des financements propres à un financement de la banque, il y a quand même certaines exigences qui sont à maturer, c'est-à-dire aujourd'hui, avoir des états financiers qui sont faits correctement. Et ça, pour les petites entreprises, je sais, pour accompagner plusieurs petites entreprises, que ce n'est pas toujours le cas. Et puis après, une fois qu'on les a montés, il faut les comprendre, ces chiffres-là. Ça nécessite un travail de l'entrepreneur, mais aussi de l'équipe, aussi à comprendre ces états financiers et être prêt à rembourser une dette. Et pour passer à tout ce qui est tout ce qui est à un autre niveau, c'est il faut que l'entrepreneur soit déjà prêt à intégrer des investisseurs dans les décisions. Il faut que l'entrepreneur ait une vision de comment va être son organisation une fois transformée. Quels sont qu'il ait pu faire la part des choses entre est-ce que c'est vraiment du win-win, et ça il y a tout un travail pour arriver à cette maturité et c'est pour ça par exemple que ça fait 2 ans qu'on travaille avec Miaracap, puisque on s'est rendu compte que finalement, nous, Jacaranda, on n'était pas encore assez mature pour ça et on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à faire la part des choses. Est-ce qu'on va aller sur de l'equity ou un autre modèle, puisque tout ça, ça met du temps vraiment à être mature. Merci beaucoup et merci à tous pour votre participation. Nous arrivons malheureusement à la fin du panel, mais j'aimerais quand même demander à nos panélistes, à chacun de donner un mot de la fin, peut-être un message clé ou ce qu'il y a à retenir sur ce sujet du financement de son entreprise, en commençant par Hugues. Moi, je rappellerai ce que j'ai dit au début. Considérez votre banquier comme votre médecin. Ne le consultez pas lorsque ça ne va pas. Consultez-les bien avant. Interagissez avec lui. Partagez-lui tout et rien en même temps. C'est de cette manière-là que vous arriverez à anticiper
les soucis, à vous projeter aussi sur certains projets, certains investissements, certains financements. Ça faciliterait beaucoup de choses. Je compléterai en disant, regardez, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs et c'est une erreur que je vois généralement. Lorsque vous allez négocier un prêt auprès d'un banquier et que vous commencez à discuter du taux d'intérêt, regardez votre taux de rentabilité interne et comparez les deux. Si votre taux de rentabilité interne est supérieur au taux d'intérêt proposé par la banque, vous pouvez le challenger, discuter, parce que de toute façon, vous avez une rentabilité qui est correcte. Par contre, si votre taux de rentabilité interne est inférieur au taux d'intérêt proposé par la banque, ne prenez pas le crédit. Vous aurez des difficultés à coup sûr. Donc, et pour anticiper tout ça, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est ma conclusion. Consultez les banquiers comme un vrai conseiller, discutez des problématiques de l'entreprise ensemble et ensemble définissez les solutions qui apporteront de la valeur à l'entreprise. Merci. Pour moi, c'est de placer une casquette que je porte aujourd'hui, qui est d'appuyer, d'accompagner les petites et moyennes entreprises, spécifiquement dans le domaine agricole et pas que, pour élaborer et mettre en œuvre leur stratégie de croissance. Et l'avantage de cet accompagnement, que ce soit moi ou un coach ou un mentor, ça permet de gagner du temps, puisque c'est des erreurs qu'on évite, c'est de l'expérience qu'on gagne, qui nous fait gagner du temps, mais c'est aussi des solutions qui nous donnent, qu'on peut transposer dans chaque expérience et dans chaque parcours. Et enfin, ce sont des réseaux qui permettent de faciliter certaines introductions, certains contacts ou certains bons contacts. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui, qui sont disponibles beaucoup plus qu'il y a 5, 10 et 20 ans. Et il ne faut pas hésiter à aller voir ce que ça peut apporter et à l'entrepreneur et aux entreprises. Merci. Alors, mes co-panélistes ont déjà tout dit. Je pense qu'il faut être préparé et structuré pour demander un financement et surtout faire preuve d'écoute. La personne qui regarde votre dossier a des choses intéressantes à vous dire. C'est pas juste quelqu'un qui est là pour vous claquer la porte, au contraire. Donc beaucoup d'écoute, et l'écoute, ça demande un peu d'humilité, même si il y a beaucoup de mérite à avoir mis sur pied tout ça. Comme ça a été maintes fois évoqué, on ne présente pas des idées, on présente des projets. Et quand on présente un véritable projet, on anticipe tous les risques et les problèmes d'exécution que vous allez avoir. Et le banquier ou l'investisseur, il ne vous ratera pas pour vous rappeler qu'il y a des enjeux, parce qu'ils ont déjà financé pas mal de projets avec des problèmes assez similaires. Donc beaucoup d'écoute. Et puis, autre chose aussi, en fait, quand vous cherchez un financement, vous ne cherchez pas un outil, vous cherchez un partenaire. Ça, c'est une grande différence. Et c'est pour ça que ce que je conseillerais, chercher ce qu'on appelle du smart money. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous parler quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, c'est aussi un piège. Il y a peut-être des problèmes qui vous attendent. Et surtout, il sera d'autant plus attentif quand ça va mal que vous lui avez parlé quand ça va bien. Voilà. Donc c'est un vrai partenariat, comme un mariage. Et il faut du smart money, donc un bon partenariat. Merci à tous et je tiens encore une fois à remercier chaleureusement nos panélistes pour la séance d'aujourd'hui.